Mais Lou, c'est un grand moment parce que là, ça va être probablement la vidéo la plus authentique de toute la chaîne, de peut-être toutes les vidéos que j'ai pu sortir, tout simplement parce que je vais vraiment parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et c'est l'occasion de faire un bilan. C'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai nécessairement de vraiment faire le point sur ma vie. Alors ça peut m'arriver de le faire de temps en temps dans des moments d'introspection, de méditation, des fois même de journaling, des fois même dans certains mails. Mais je me suis jamais vraiment posé face à la caméra et j'ai jamais vraiment fait de A à Z de manière approfondie et surtout pas face à vous en fait. Et je me dis que là ça peut être l'occasion. Je remercie Thibaut Marty qui m'a donné l'idée. On s'est appelé ce matin et il me souhaitait du coup un joyeux anniversaire, c'était adorable de sa part. Et en fait, il me disait, écoute, fais du journaling, rends-toi compte du chemin que tu as parcouru. Et il m'a rappelé certaines choses, certains moments que je vais évoquer dans cette vidéo. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a eu un chemin parcouru exceptionnel, ne serait-ce que déjà en moins d'un an, mais encore plus en 22 ans en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Et je pense que le but de cette vidéo là, ça va être de vous parler de manière totalement libérée, de manière, voilà, sans en fait, je suis toujours authentique, en tout cas j'essaye toujours de l'être, mais il y a toujours voilà, il y a toujours des formes, il y a toujours du montage, il y a toujours une esthétique, il y a toujours un plan, une stratégie, etc. Là, en fait, c'est très simple et ça va aller droit à l'essentiel. C'est ok, j'ai vécu pendant 22 ans, qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que je pense que c'est important que vous compreniez d'où je viens. Pourquoi et pourquoi ça me tient à cœur? Parce qu'en fait, il faut vraiment que vous vous rendiez compte du chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. Pas pour que vous vous dites, waouh, pas pour que vous le disiez, pardon. Voilà, c'est authentique. C'est authentique. Il y a des fautes de français. On peut pas faire mieux, hein. Là, je peux pas faire plus authentique, les gars. Mais pour que vous vous disiez, il est parti de cet endroit, il est parti de très loin. Donc moi aussi, je peux le faire. Et en fait, moi, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Alors déjà, je le fais déjà dans un but égoïste parce que j'ai envie, moi, de faire le point sur tout ce que j'ai pu vivre, sur mon chemin, sur mon parcours et de réaliser au mieux le chemin parcouru. Et c'est grâce à ça, en fait, que c'est ce que va me permettre tout simplement cette vidéo. Mais je sais aussi que ça peut vous inspirer, que ça peut vous donner envie, vous aussi, de vous lancer et que ça peut aussi vous rassurer et que grâce à ça, vous allez peut-être vous dire, ok, c'est pas, je suis pas un cas désespéré et vous l'êtes pas. Déjà à partir du moment où vous regardez mes vidéos, c'est que voilà, ça se passe bien. Je vais passer au tutoiement. J'aime pas dire vous, je préfère dire tu. Si tu regardes mes vidéos, si tu regardes cette vidéo-là, c'est que t'es pas un cas désespéré déjà. Parce qu'en fait, tout simplement, tu as déjà fait un gros travail, un gros chemin par rapport aux gens qui ont peut-être ton âge, ou même qui sont de ta génération, ou de celle d'au-dessus, mais peu importe, tu as déjà fait un gros chemin parce que tu as déjà fait un travail de recherche. Si t'es tombé sur mon compte, c'est que tu as fait un travail de recherche. Alors oui, peut-être que l'algorithme un jour m'a propulsé face à toi, mais la vérité c'est que tu as quand même été regarder pas mal de choses. Et donc là, le but, ça va être de te rassurer, de te montrer un peu le parcours d'où je viens, ce que j'ai traversé. Et en fait, je pense que c'est un bel exemple, j'allais dire de réussite. Qu'est-ce qu'est la réussite finalement? Moi, je considère que j'ai pas encore réussi. Peut-être que pour certains, j'ai réussi. Voilà, c'est quelque chose de très subjectif, mais en tout cas, un bel exemple de résilience. Et c'est ça que je veux transmettre. Tout commence. Non, je rigole. Je vais pas commencer comme ça. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai eu une première phase, on va dire, pendant la période de maternelle. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que je me réfère pas à l'âge. L'âge, pour moi, a très peu de sens. Je vois la vie en termes de phase, en termes de contexte, et je ne vois pas la vie en termes de chiffres. Donc à partir de là, dire ouais, jusqu'à mes 4 ans, pour moi, ça n'a aucun sens. Je sais même pas exactement ce que je faisais à 4 ans. Par contre, je peux raisonner en termes de contexte, en termes de situation. Par exemple, là, je peux parler de la situation dans laquelle j'étais en maternelle. En maternelle, j'étais un petit garçon particulier.
J'étais un petit garçon particulier et spécifiquement d'ailleurs, quand j'étais très jeune, sa grande section, ça a peut-être un peu changé, mais surtout quand j'étais vraiment petit, j'étais assez particulier parce que j'étais un petit garçon très curieux, qui voulait, découvrir le monde, découvrir plein de choses, qui avait des ambitions pour son âge. Alors, c'est les ambitions d'un enfant qui a peut-être 4 ans, 6 ans, 7 ans, mais des ambitions quand même. Donc j'étais curieux, je voulais apprendre plein de choses, je voulais regarder plein de choses, je voulais transmettre aussi. Je voulais apprendre aux autres, aux gens, et je voulais créer aussi. Je dessinais beaucoup. J'avais besoin de m'exprimer, et je pense qu'une des manières de transmettre aussi, c'est de faire de l'art. Et du coup, je dessinais énormément. C'était mon occupation. Et d'ailleurs, dans ma famille, ils pensaient que j'allais devenir artiste, que je deviendrais un peintre, un dessinateur. Enfin voilà, c'était un peu le chemin qu'on m'avait tracé. Donc j'y reviendrai par rapport à ça. C'est un peu le chemin qu'on m'avait tracé. Parce que j'avais une réelle appétence pour ça. Et finalement, j'ai compris avec le temps que ce n'était pas en fait une appétence pour l'art spécifiquement, pour le dessin spécifiquement, c'est que c'était une appétence pour la création, c'était une appétence pour la transmission, pour la réalisation, pour, euh, pour l'évolution. Et ça s'exprimait de différentes manières. Et comment je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce qu'après mes points de focus et mes zones d'excellence, on va dire, le mot est galvaudé, mais pour, on va parler de mes zones de spécification, si je puis dire, de spécialisation. En fait, elles ont évolué. Mes zones de spécialisation ont évolué, c'est-à-dire que je suis passé par le dessin, j'ai fait plein d'autres choses, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas un truc en particulier, c'était le fait d'accomplir quelque chose, de découvrir, d'apprendre. Et j'ai toujours aimé ça, en fait. Et du coup, quand j'étais petit, on m'a raconté une anecdote quand j'étais je pense que c'était en moyenne section. J'avais un livre sur la mer, sur les poissons. J'avais un livre en fait je sais plus exactement comment il était, mais en fait si j'en ai quand même le souvenir. Je me rappelle qu'il y avait il y avait des pages avec les différents poissons qui expliquaient un petit peu. Voilà, c'était un livre pour les enfants, avec voilà, qui expliquait un peu le monde de la mer. Et moi j'aimais beaucoup l'univers marin. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une attirance pour cet univers-là, surtout quand j'étais petit. Tout ce qui était bateau, pirate, tout ce qui était la mer, les animaux de la mer, les poissons, ça me fascinait vraiment. Peut-être par rapport à mes origines, parce que j'ai des origines méditerranéennes, j'ai des origines du nord de la France aussi, enfin, j'ai pas mal d'origines, ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Par exemple, mon grand-père, paix à son âme, il travaillait avec les dockers, il travaillait sur les ports, notamment en Afrique. Et en fait, c'était quelqu'un de très très intelligent, quelqu'un de d'ambitieux, voilà, c'était vraiment quelqu'un de très intelligent. Et il aimait aussi beaucoup dessiner. Et c'était un grand passionné, grand amoureux de la mer. Donc peut-être qu'il m'a transmis ça. Et voilà. Donc du coup, j'avais ce livre, j'avais ce livre sur les poissons et je me mettais au milieu de la classe, donc c'est une classe de moyenne section, hein. Je me mettais au milieu de la classe, j'avais mon livre et j'expliquais à tout le monde mon livre en fait. Je leur faisais la lecture. Alors je pense que je savais pas très bien lire, mais en gros j'expliquais, voilà. J'expliquais. D'ailleurs, je pense que je savais pas lire du tout en fait. On ne sait pas lire, mais par contre je savais expliquer ce que je voyais. Et j'expliquais tous les poissons, j'expliquais ce qui se passait, comment les reconnaître, etc. Et en fait, je faisais un cours à ma classe. Et, euh, et voilà. Et en fait, en général, quand un gamin fait ça en moyenne section, on le fait sauter des classes. Je dis pas que c'est ce qui aurait dû se passer, mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 4 ans en maternelle. Je suis rentré plus tôt que les autres enfants. Et parce que j'avais pas le choix, parce qu'en fait, il s'est passé des choses compliquées qui ont fait que j'étais chez une nourrice. J'ai pas été à la crèche, j'étais chez une nourrice. Il y a eu un drame, on va dire. Il y a eu un drame quand j'étais petit. Je m'en rappelle encore d'ailleurs. Et pourtant, j'avais peut-être quoi, j'avais peut-être 3 4 ans, quoi. Mais je m'en rappelle. Et donc, il s'est passé un truc très grave. Et en fait, ça a fait que bah, je pouvais plus aller chez cette personne. Et du coup, je me suis retrouvé plus tôt à la maternelle. Et en fait, j'aurais dû continuer avec. Bah, moi, je suis en 2002, donc j'aurais dû continuer avec les 2001. Et en fait, ils m'ont mis avec les 2002, donc ils m'ont fait redoubler. Et au final, je pense, à mon avis, ce qui a été responsable du décalage
que j'ai eu après avec les enfants de mon âge, parce que j'étais peut-être plus vif sur certaines choses, et donc du coup ça m'empêchait, je sais pas si j'étais plus vif, mais en tout cas j'étais différent, et du coup ça, j'aurais peut-être dû être avec des gens qui avaient peut-être un niveau supérieur, je sais pas. Ça je peux pas dire. Dans tous les cas, ça a été très compliqué ma scolarité. Et donc en fait, j'ai eu cette période-là où j'étais passionné par le fait de transmettre. Et après, j'ai eu une période qui était peut-être liée à ça justement, de renfermement, où en fait, pendant toute ma primaire et le début du collège, j'étais très renfermé. Alors j'ai commencé à un peu m'ouvrir pendant la période, on va dire CM2, 6e. Mais sinon, toute la primaire, j'étais très renfermé, je parlais à très peu de gens. Les gens qui étaient avec moi à l'école doivent s'en rappeler, j'étais très discret, je parlais à personne, j'avais peut-être deux, trois potes à chaque fois, grand maximum, hein. Et donc du coup, voilà, j'étais solitaire et c'était vraiment de la timidité maladive. Je me suis renfermé sur moi-même. Je saurais pas exactement expliquer pourquoi, est-ce que c'était parce que j'étais différent des autres, mais d'un autre côté, c'était pareil avec le monde extérieur, c'est-à-dire que là, je parle dans un contexte scolaire, mais c'était exactement la même chose. Par exemple, quand il fallait demander un renseignement dehors, ou qu'on me poussait à aller à demander le pain à la boulangerie, quoi. C'était la même chose. J'arrivais pas. J'avais comme un blocage. À quoi est-ce que c'est dû? J'en sais rien. Je saurais pas le dire, mais en tout cas, il y a eu ça. Et du coup, ça a fait que pendant une bonne partie de ma vie, j'étais complètement renfermé. Et voilà, j'étais un enfant très très discret, sage, hein, du coup, très discret, qui était dans la moyenne, en fait. J'étais vraiment, on pouvait rien dire. On pouvait pas dire que c'était très bien, on pouvait pas dire que c'était mauvais. J'étais vraiment dans la moyenne. Alors évidemment, en fait, j'avais mon moyen d'expression qui était l'art. J'avais vraiment des comportements autistes un peu. Je dis pas ça de manière péjorative, surtout que je parle de moi, mais il y a le côté, ouais, il y a le côté renfermement sur soi, il y a le côté bulle, tu parles à personne et tout. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là. Et voilà, et je parlais à personne et j'étais vraiment enfermé sur moi-même. Et donc voilà, c'était le dessin, c'était à fond. Le dessin et la lecture. J'avais vraiment deux choses, c'était dessiner et lire. Moi, j'avais pas d'électronique, et j'avais pas de jeux vidéo, les DS, tout ça. La Wii, j'avais pas ça. J'ai pas été éduqué de cette manière-là. Quand je dis de cette manière-là, c'est qu'en fait, ça faisait pas partie des choses que mes parents voulaient que j'aie. Et je pense qu'ils ont totalement bien fait d'ailleurs, parce que ça m'a permis de me développer sur d'autres aspects, parce que là où en fait mes camarades, eux, dès qu'ils rentraient chez eux, et pourtant ils étaient jeunes, dès qu'ils rentraient chez eux, ils allaient jouer aux jeux vidéo, ou regarder des films, ou bref, faire ce genre de choses. Bah moi, je faisais plein d'autres choses en fait. Je lisais, je dessinais, je jouais, mais en tout cas, du coup, je faisais un peu tout le reste qui était possible de faire pour pas m'ennuyer. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça, je m'en suis rendu compte peut-être des années après, parce que personne s'en est rendu compte en fait, mais je pense que potentiellement j'avais un peu un côté hyperactif que j'ai sûrement toujours, parce que je suis incapable de m'ennuyer, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Et je peux peut-être, même dans une même journée, peut-être faire 15 choses différentes, quoi. Et vraiment sans exagérer. Donc voilà, j'ai un cerveau particulier, et j'ai fini par le comprendre de plus en plus. Donc voilà, j'en parle parce que peut-être que d'autres se reconnaîtront là-dedans. Et je sais que c'est le cas parce que souvent, c'est le cas de beaucoup que j'ai en appel, par exemple pour les sélections de la mission. Et d'ailleurs, quasiment tous ceux qui sont dans la mission ont eu un vécu similaire, et ont un mode de fonctionnement qui est similaire, et du coup qui est différent de la masse. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, il y a, voilà, il y a ce côté, je me renferme sur moi-même, et en fait, je commence à m'ouvrir un peu au monde. En sixième, début de collège. Et en fait, c'était une période très compliquée pour moi parce qu'il y avait un peu des histoires de harcèlement. Alors, harcèlement, ça veut tout et rien dire. Je me faisais pas frapper non plus. Mais il y avait, quoique, si ça pouvait arriver, en fait. Et il y avait des mecs qui me détestaient. Je savais pas pourquoi. C'est le problème, hein, c'est que quand tu te fais harceler, souvent, il n'y a pas de raison. Enfin, en fait, la seule raison qu'il y a, et elle est malheureusement suffisante, c'est que tu leur parais faible, tu leur parais différent. Donc, du coup, ils se méfient, et donc du coup, ils veulent tester. En général, c'est ça qui va motiver le harceleur, ou les harceleurs. Souvent, il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, et moi, c'était ça. J'étais différent, je parlais pas trop aux autres. J'étais trop gentil, voire trop faible. Ou je dirais plutôt que j'étais trop gentil et que j'arrivais pas à mettre de limites.
j'avais du mal à dire non, donc du coup, j'avais aussi une faiblesse qui était directement corrélée à cette gentillesse. Et donc du coup, en fait, ça a fait que bah, forcément, tu deviens la cible des prédateurs, bon, c'est un grand mot, mais du coup, voilà. Et en parallèle, contexte familial compliqué. Euh, voilà, c'était compliqué à la maison, ça se passait bien quand même dans l'ensemble. Mais parce que enfin, j'ai toujours eu ma mère qui a toujours tenu le foyer, qui a toujours choyé ses enfants en fait, et qui a compensé ce qui se passait de l'autre côté en fait. Donc ça a été, je pense, que c'est ce qui m'a sauvé, parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir un équilibre entre le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est que j'ai évolué avec, avec un foyer, avec une éducation qui faisait qu'en fait, il y avait vraiment le bien d'un côté qui était ma mère et le mal d'un côté qui était mon père en fait. Et ça, j'en parlerai sûrement plus en détail, mais du coup, ça a fait que j'ai quand même réussi à avoir un équilibre parce que j'avais des références différentes. C'est-à-dire que pour tous les excès que j'avais du côté de mon père, tous les excès, toute la violence, bref, toutes les choses négatives, et c'est vraiment la personnification de ce qui est négatif. Alors j'exagère peut-être un peu, il y a toujours pire, mais il avait vraiment beaucoup, beaucoup de vices, et il en a toujours, hein, il est toujours en vie. Mais je parle de lui au passé parce que ça fait des années que je l'ai pas vu. Et d'un autre côté, ma mère très raisonnée, très courageuse, très résiliente, avec des très très fortes valeurs, très intègre, euh, une loyauté, une honnêteté sans faille, et c'est elle qui m'a vraiment transmis ça, ce côté, cette honnêteté en fait, cette honnêteté, cette droiture, et je lui dois tout à ce niveau-là, quoi. Et en fait, je pense que si j'avais pas eu ma mère, je serais vraiment parti en vrille, et à un moment, je suis parti en vrille, et je suis revenu dans le droit chemin, et on va en parler. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a sauvé. Donc du coup, voilà, j'ai du coup contexte familial compliqué. Donc en fait, il y avait un moment au collège où rien n'allait. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'entendre avec les gens parce que j'étais totalement différent, et en même temps chez moi, ça avait basculé. C'est-à-dire que c'était très très dur. C'était très très dur parce qu'il y avait il y avait beaucoup de violence à la maison. Quand je dis à la maison, c'est vraiment en général. Ça pouvait cibler ma mère, ça pouvait me cibler moi. Ça venait de mon père, hein, c'était pas de mon père et de personne d'autre. Mais du coup, il suffit qu'il y ait un élément violent pour qu'après ça se propage. Donc après, ça, c'est comme si vous voulez une sorte de gangrène qui va s'installer, qui va se propager, et qui va faire en sorte qu'en fait, bah, après, il y a plus grand-chose qui va. Euh, je vais donner, je vais retutoyer. Je vais te donner une petite anecdote, tu vois, pour que tu visualises un peu le schéma. Euh, j'ai fumé mon premier joint à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. En fait, je venais juste d'avoir 14 ans, voire j'avais 13 ans, je sais plus. En tout cas, je sais que j'étais en début de quatrième à peu près. Et c'était avec mon père. Voilà, c'était avec mon père. C'était pour, comme ça, voilà, tu te donnes une idée, ça te donne une idée du personnage. Et donc mon père qui avait tous les excès, donc tout ce qui était drogue, alcool, violence, euh, manque de fidélité aussi vis-à-vis de ma mère, enfin, bref, plein de choses qui allaient pas. Et du coup, moi, forcément, je prenais un peu devais subir un peu les retombées de tout ça, de ces comportements. Et du coup, c'était très très compliqué parce qu'en fait, je subissais en parallèle le harcèlement à l'école. Donc, quand je dis le harcèlement, je dirais plutôt le manque comment dirais-je? J'avais du mal à m'insérer. Ouais, le manque d'insertion, le manque voilà, de, de, de conformisation avec les jeunes de mon âge, et aussi beaucoup de tension parce que j'avais beaucoup de problèmes avec pas mal de monde parce que j'étais très violent en fait, euh, très agressif, parce que c'était compliqué chez moi, donc du coup, bah moi, il fallait que je trouve un moyen d'exprimer. Je dis pas que c'était la bonne chose à faire du tout, hein, mais disons que dans mon cerveau jeune, c'était la bonne solution, quoi. Et en fait, je m'en rendais même pas compte, c'était inconscient. Mais du coup, j'étais très agressif, très, très torturé. C'est une période qui était très compliquée où j'ai eu vraiment des pensées suicidaires, hein. Je veux pas mentir là-dessus. J'ai vraiment, je pense, que j'étais vraiment en dépression. C'est très compliqué de dire ça quand
quand on se réfère à son soi d'il y a des années et des années, c'est compliqué des fois d'avoir le recul nécessaire de se dire, ok, là j'étais peut-être en dépression finalement, mais surtout c'est compliqué de se rendre compte sur le moment. Et en fait, je m'en rends compte avec le temps, avec la réflexion, j'étais effectivement en dépression. Et ça a duré peut-être, allez, 2-3 ans. 2-3 ans facile. Et en fait, c'était très très dur. Et c'était ce qui est subtil avec la dépression, c'est qu'en fait, on va pas s'en rendre compte, hein. C'est quelque chose qui va s'installer progressivement, qui va s'immiscer dans le quotidien, qui va te changer sans vraiment que tu t'en rendes compte, hein. Et c'est ça qui est très vicieux, c'est que la dépression, c'est un peu comme l'alcoolisme. C'est-à-dire qu'au début, tu vas peut-être boire des verres assez régulièrement en soirée et tout, et puis après, tu commences à te rendre compte que tu descends des bouteilles tout seul chez toi le soir, et en fait, t'as même pas vu la transition, quoi, et ça te paraît presque logique, et tu te dis même pas que t'as un problème. Sauf à un moment où t'as un déclic, il se passe un truc. La dépression, c'est pareil. La dépression, c'est pareil, et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui a encouragé aussi cette dépression, quelque part, bah, c'est... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est en fait... le manque de repères, d'objectifs, je savais pas du tout où j'allais, j'avais rien, j'avais vraiment rien. J'ai eu une période de ma vie où j'avais rien. C'est-à-dire que, on va dire en quatrième, vraiment cinquième, quatrième, troisième, j'avais pas grand-chose dans ma vie. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas d'objectifs, je savais pas où j'allais. Bah, comme beaucoup d'adolescents, j'ai envie de dire. Et en plus, ouais, j'ai dû grandir vite parce que j'ai été confronté à beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses que je dis pas, mais j'ai vu des choses vraiment très dures. J'ai vu des choses vraiment très dures qui m'ont marqué, surtout que bah, j'étais jeune. Donc, quand t'es jeune, ça te marque encore plus parce que t'as pas l'habitude d'être confronté à ça. Donc, en fait, aujourd'hui, si je vais voir un truc traumatisant, je vais pas l'être, je vais pas être traumatisé en fait, parce que je me suis habitué à certaines choses. Malheureusement, c'est pas souhaitable, mais bon. Du coup, aujourd'hui, non, ça va rien me faire. Enfin, ça va rien me faire. On a toujours une sensation, on a toujours une impression, mais j'arrive vraiment à gérer les choses et ça, c'est pour tout. Et j'y reviendrai certainement. Mais quand t'es jeune, c'est pas pareil. T'as pas forcément l'habitude de certaines choses parce que peut-être qu'on t'a protégé quand t'étais plus petit aussi. Moi, quand j'étais petit, il se passait des choses dures aussi, mais j'étais plus protégé de ça. Par exemple, je me rappelle que quand mon père il allait en hôpital psychiatrique parce que il retombait, il rechutait. Ma mère, elle me disait qu'en fait, il était à l'hôpital parce qu'il voilà, il avait mal à son pied et en fait, du coup, il se faisait opérer, etc. En fait, et c'est pour ça que je le voyais pas. Et moi, je me disais juste, bah, papa, il a mal au pied, en fait. En fait, non, papa, il est alcoolique, il n'arrive pas à se soigner, il est en hôpital psychiatrique actuellement. Et en fait, c'est pas qu'il a mal au pied. C'est pas parce que s'il boite, s'il marche mal, c'est pas parce qu'il a mal au pied, c'est parce qu'en fait, il est complètement sous à longueur de journée et qu'en fait pour se lever le matin, il est obligé de boire 6 bières d'affilée. Voilà, c'est ce niveau-là, hein. Et pour se lever, pour sortir de son lit. C'était ça. Bon, je connais le sujet. Et en fait, donc il y a eu ça, donc j'ai connu ce sentiment de solitude, cet isolement. J'ai connu cette dureté aussi de passer peut-être d'un cadre idéal idyllique, parce que je vais le dire honnêtement, j'ai eu une enfance merveilleuse en fait. Malgré tout ça, j'ai eu une enfance merveilleuse parce que ma mère a fait un travail mais inimaginable pour me préserver. Donc du coup, ça fait qu'en fait, j'ai eu une belle éducation. J'ai eu des bons moments parce que je vais quand même dire un truc, c'est que mon père, il a pas, il y a des moments où il allait bien en fait. Il y a des moments où il allait bien et c'est l'alcool qui le tuait. Donc en fait, du coup, il y avait des moments où bah, tout se passait bien. Donc du coup, bah c'était parfait quoi. C'était parfait. Ça a été un bon père à certains moments. Aujourd'hui, je le considère plus comme un père, mais j'ai eu fut un temps, un bon père, qui m'a donné quand même des valeurs, qui m'a appris des choses, et je m'en rappelle. Et j'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Mais j'ai énormément de gratitude par rapport à une personne qui, aujourd'hui, pour moi, n'existe plus. C'est tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis totalement insensible vis-à-vis de... Enfin bref. Tout ça pour dire que du coup, j'ai eu une belle enfance. Mais donc, à un moment, il y a le réel qui vient. Il y a le réel qui vient et c'est sans transition. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, du coup, il y a le choc. Il y a cette espèce de période noire qui va durer 2-3 ans où là, ça va être très compliqué. Et en fait, euh, cette période, elle va entraîner d'autres choses par la suite. Elle va alimenter un cercle de haine, de noirceur, de dépression, de mauvais choix. Elle va m'emmener vers la noirceur parce que c'est dans la noirceur que je me sens bien, parce que c'est la noirceur que je connais, c'est la noirceur qui me fait vibrer. Chose qui me quittera jamais. Parce que une fois que tu découvres certaines choses, ça restera toute ta vie. Cependant, tu arriveras à les contrôler, j'y reviendrai. Là où je veux en venir, c'est que du coup,
Bah, je commence en fait à petit à petit m'en sortir pendant la période du lycée, après. Mais en fait, ça prend énormément de temps et c'est même pas que je m'en sors, c'est juste que j'ai trouvé des moyens de canaliser cette noirceur. Donc je la canalise par des biais qui sont peut-être pires. Parce qu'avant, je la canalisais pas, j'avais aucun catalyseur, donc du coup, ça faisait qu'en fait, tout simplement, j'allais m'auto-détruire. J'allais détruire les autres. J'allais être violent, voilà. Et en fait, j'ai trouvé des moyens, des biais. Ces biais, ça a pu être la drogue, ça a pu être l'alcool, ce genre de choses, les excès aussi avec les femmes. Ça a pu être la violence, mais pas une violence maîtrisée comme je peux pratiquer aujourd'hui. Une violence parfois illégitime, parfois injuste, parfois disproportionnée, animale, pulsionnelle, cette violence-là. Et en fait, ça m'a amené après vers des secteurs, des environnements compliqués, parce qu'en fait, faut savoir que du coup, forcément, j'avais une attirance pour ce qui était mauvais. Et moi, mon lycée, je l'ai passé dans un lycée public, en plein milieu d'une ZUP, donc une zone urbaine prioritaire du 94. Donc, je vais pas donner le nom de la ville parce que bon, voilà. Ceux qui savent, savent, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en gros, voilà. Donc, c'était d'autres fréquentations. Et en parallèle, j'avais rencontré pas mal d'autres gens. Et en fait, je me suis rapproché de plus en plus du milieu de la rue. Parce que c'est un milieu qui m'attirait, parce que c'est un milieu qui était très solide. Enfin, solide en apparence. Parce que moi, je cherchais un peu des repères masculins, entre autres. Hein. Parce que j'en avais besoin, parce que je me suis retrouvé seul, en fait. C'est ça, un truc que j'ai pas dit, mais à 13-14 ans, je me retrouve seul avec ma mère et ma sœur. Donc je suis un peu l'homme de la maison, donc je dois tout gérer. Et en fait, après les choses ont changé, se sont améliorées pour le mieux. Ma mère a rencontré quelqu'un, donc aujourd'hui tout va bien. Mais voilà, il y a eu cette période-là qui était très compliquée avec les problèmes d'argent et tout ça. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé vraiment dans ce milieu-là. Et en fait, c'était très dur. Et c'était très violent. J'ai fait pas mal de choses. J'ai, en fait, c'est très compliqué d'en parler pour plusieurs raisons, parce que pour des raisons évidentes, légales, on va dire, et moi, j'ai pas envie de risquer certaines choses pour le buzz ou pour je sais pas quoi. Mais on va parler un peu dans les grandes lignes, on va faire des suppositions. Imaginons, voilà, vu que j'ai travaillé là-dedans, imaginons que potentiellement j'ai vendu pas mal de choses diverses et variées, que potentiellement j'ai pu être impliqué de près ou de loin dans des actions, on va dire, violentes, que potentiellement, euh, imaginons, j'ai pu être le mec à passer certains coups de fil pour rendre certains services et motiver des gens à rendre certaines choses et à payer certaines choses, que potentiellement j'ai été, imaginons, peut-être impliqué dans un, ce que certains appellent un réseau euh, qui a, qui a pris pas mal d'ampleur, et que potentiellement je me suis fait des contacts très très peu recommandables à cette époque-là. Et voilà, et que potentiellement j'aurais de toute façon toujours certains contacts dans ce milieu-là. Évidemment, c'est que des suppositions. Ça, c'est voilà, je vous laisse imaginer. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Je trouve que c'est pas utile. La seule chose que je peux dire à ce niveau-là, c'est qu'en fait, ça apporte rien de bon. Qu'en fait, ça détruit des gens, ça te détruit toi-même. Et quand on dit que on vend son âme quand on fait certaines choses, je peux vous dire que c'est vrai. Je peux te dire que c'est vrai. Parce que je l'ai constaté sur le plan spirituel. J'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai constaté un truc que seuls les gens qui ont fait ça pourront comprendre. Euh, une sorte de vide. Une sorte de vide. J'aurais du mal à l'expliquer, à le décrire, mais en fait, t'as l'impression que tout ce qui est émotionnel n'existe plus. T'as l'impression que tout ce qui compte, ça va être le pouvoir, ça va être l'argent, ça va être de résoudre des problèmes. Et que du coup, en fait, le facteur humain, il passe complètement à la trappe, et en fait, il est plus important.
Et du coup, certaines décisions qui sont extrêmement graves, qui impliquent énormément de choses, deviennent des solutions logiques et cohérentes, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, et que c'est des choses qui devraient jamais passer par l'esprit, en fait. Et du coup, voilà. Donc c'est ça que ça fait, ça te détruit de l'intérieur. Et en fait, surtout que quand tu as déjà détruit, quand t'es une âme brisée et que tu rentres là-dedans, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'y engouffrer que pour quelqu'un d'autre. Là où en fait j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en fait j'ai eu, je le redis, une éducation formidable, ce qui m'a fait qu'en fait, quand j'ai commencé à aller trop loin, j'ai eu ce déclic où je me suis dit là, faut arrêter. J'ai eu ce déclic, en fait, je me suis rendu compte que j'allais devoir faire certaines choses qui dépassaient, qui étaient totalement contraires à mes valeurs, et à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible. J'ai pas été, je dis pas que j'ai été droit, attention, et que j'ai toujours fait les choses bien, hein, loin de là, justement. Mais qu'à un moment, voilà, j'ai commencé à avoir aussi beaucoup d'ennuis avec la justice, parce que je suis passé par la case garde à vue, tribunal, ce genre de choses. Et en fait, à un moment donné, quand tu vois que tu déçois les gens que enfin, les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment, notamment bah, ma mère par exemple, et que tu vois qu'en plus c'est la seule personne qui est là pour te soutenir, à un moment tu as un déclic, tu te dis je peux pas faire ça, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas lui faire honte comme ça. Je peux plus être le dernier, je peux plus mal travailler à l'école, plus savoir ce que je fais dans ma vie, il faut que je m'en sorte. Et en fait, c'est cette force-là que j'ai eue de me dire, je peux pas me laisser aller à ce point-là, et il faut que je me batte. En fait, ça m'a donné un déclic. C'est pour ça que je regrette pas d'avoir fait tout ça, dans le sens où c'est ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a donné des valeurs aussi solides, parce que j'ai vu ce que c'était de pas en avoir. Pas chez moi, parce que j'ai quand même toujours, il y a des principes que j'ai toujours respectés. J'ai jamais été injuste. J'ai jamais fait du mal à des gens innocents. J'ai jamais, voilà, j'ai toujours suivi un principe de justice dans ce que j'ai fait, et je me suis toujours fixé des limites, malgré tout. Et c'est justement au moment où je sentais que les limites pouvaient céder que j'ai arrêté. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc ça m'a apporté énormément, mais c'était très compliqué. Et en fait, après, j'ai eu une grosse période de remise en question, de doute, mais une période où ça allait quand même mieux, parce que je commençais à m'ouvrir au monde, parce que je commençais à me faire des potes, je commençais à m'apaiser un petit peu. J'ai eu, voilà, première copine, tout ça, on découvre un peu, on découvre un peu la vie. Donc c'était une période qui commençait à être plus joyeuse. Et en fait, il y a eu un moment, cette période du confinement, qui moi m'a changé la vie, je le dis honnêtement, parce qu'en fait, le confinement, ce que ça a fait chez moi, c'est que ça m'a permis d'avoir le temps de faire ce que je voulais faire. Et donc, moi, c'était la musique à ce moment-là. Et donc, en fait, je me rappelle que c'était, je crois, pendant la période de Noël où j'ai eu FL Studio. FL Studio, les gars. Et en fait, je me suis penché à fond dessus, je regardais des tutoriels, tout ça. Et en fait, le confinement, c'est un peu la période où du coup, je bossais comme un acharné. J'aimais énormément ça, j'aime toujours ça, hein, mais c'est juste que maintenant, c'est plus dans mes priorités. Et en fait, je me retrouve à bosser, à faire quelque chose qui m'anime, à me dire, bah ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ce que je pensais à cette époque. C'est ça que je veux faire, et je faisais 3 à 4 instrus par jour, des fois plus, des fois même 5. Et je bossais vraiment comme un acharné, je me rendais compte que je devenais vraiment bon. Puis après, voilà, j'ai voulu du coup percer dans la musique. Et donc, je commence un BTS MCO que j'arrête au bout de 2 mois, même pas un mois et demi, en fait, au bout des premières vacances. C'est-à-dire que là, je me retrouve en vacances, j'en peux plus. J'ai fait qu'un mois et quelques, mais ça m'a rendu fou. Et je me dis, bon, ça y est, c'est bon, en fait, j'arrête. Je veux plus y retourner. Et j'en parle à ma mère, et elle comprend. Et c'est là où je lui dis, ouais, écoute, moi, je veux faire de la musique, je veux essayer. Je veux faire, voilà, je veux essayer, ça va marcher. J'arrive à la convaincre. Et elle me dit, bah écoute, vas-y, je te laisse un peu de temps. Et si ça marche pas, bah tu trouves un travail par contre. Je lui dis, ok, ça marche. Mais moi, je voulais pas du tout travailler. Ça me intéressait pas. Le salariat, c'est un truc qui m'a jamais correspondu. Je peux pas, je suis pas fait pour. C'est pas, ça correspond pas aux gens comme moi. Et du coup, en fait, il fallait que je sois mon propre patron. Et donc, du coup, je bosse très très dur sur la musique, mais je suis seul. J'ai pas de contact, j'ai pas de connaissances, j'ai pas grand-chose. J'essaie de me former un peu au business en ligne à côté, apprendre deux, trois trucs comme le copywriting par exemple. Mais bon, je sais pas trop où aller, je suis pas si bon que ça. Enfin, c'est compliqué. Et en fait, du coup, je suis vraiment perdu. Mais je bosse quand même.
Je bosse dans le vide, mais je bosse quand même. Je me mets des routines très dures où je me lève à 5h30, je prends des douches froides et tout. Mais pour rien, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des routines extrêmement cadrées, mais je sais pas quoi faire. Donc je fais quand même des choses, mais j'ai pas une direction, j'ai pas un stratagème précis. Et donc en fait, je suis perdu, mais je veux quand même avancer, donc je me forme, j'apprends. Je commence à faire des contacts, des connaissances. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré par exemple Kylian Sensei et d'autres. Donc voilà, c'est là où je commence un peu à parler sur les réseaux. Pas du tout dans une optique de faire de l'argent, juste dans une optique de pas être seul, je pense. De vouloir partager mon point de vue, de connecter avec des gens. Et en fait, c'est ce qui se passe, parce que j'ai coupé les ponts à ce moment-là avec quasiment tous mes potes, parce que c'était des gens qui correspondaient pas à mes principes, à mes valeurs, et je me dis non, je veux plus, je veux quelque chose de différent. Et donc c'est là où en fait je commence à me lancer seul, à faire cette belle aventure de d'Instagram, où je commence avec la plume du loup. C'était un compte de citations, certains s'en rappellent. Certains me disent, des fois ils m'envoient des messages, ils me disent putain mec, je te suis depuis la plume du loup, c'est incroyable. Dites-vous, c'était il y a plus de 3 ans, c'était il y a 3 4 ans, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc en fait, voilà, il y a ce compte Insta qui vient. Après, il y a des gens qui aiment. Donc il y a des abonnements, il y a des choses qui se passent. Puis je donne mon point de vue sur pas mal de choses qui se passent, sur la société, sur tout ça, je dénonce un peu. J'ouvre ma bouche, parce que j'ai toujours aimé faire ça, parce que je sens que je suis animé par un devoir de parler, de transmettre, d'aider, mais aussi de dénoncer, de sanctionner quand il faut. Et c'est là où en fait je le fais de plus en plus. Ça marche, ça prend. Je prends plus de 1000 abonnés, ça monte jusqu'à 2000. Et en fait, c'est assez dingue, hein. Faut se rendre compte qu'à cette époque-là, à un moment d'ailleurs, je me fais bannir mon compte Insta parce que bah, pour les propos qui étaient trop complexes, trop indécents. Et en fait, du coup, voilà, c'est ce qui se passe. Et là, mais je continue quand même, je récupère le nombre d'abonnés, je poste, et puis voilà. Bon, après, ça finit par stagner, et je dis 2000, mais en fait, ça a stagné pendant très longtemps à 1000 et quelques. Puis après, ça finit par atteindre les 2000, peut-être un an après. Donc c'est très long, et je poste du contenu, et puis à un moment, en fait, j'ai un peu un déclic où, bon, j'essaie de faire du trading, ça marche pas trop. En fait, je fais de l'argent, mais bon, de manière approximative, parce que je comprends pas trop comment ça marche. Et en fait, je perds aussi beaucoup d'argent, et puis à un moment, je décide d'arrêter, de me concentrer peut-être sur les trucs où j'ai plus le contrôle. Et c'est ça aussi qui sera important dans mon développement, c'est que j'ai cherché à avoir le contrôle. Et en fait, là, vous vous dites, ouais, en parallèle, du coup, ta mère, elle dit quoi? Parce qu'en soi, il y a toujours pas d'argent et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est pas bien, mais à chaque fois, j'arrive à repousser le délai, la date, lui dire, t'inquiète, ça va fonctionner, ça a marché, là, j'ai une autre idée et tout. Et à chaque fois, elle était très sceptique. Euh, et ça commençait à devenir insistant, elle commençait à me dire, non, là, faut vraiment que tu trouves un travail et tout. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai commencé à bosser. Et ça l'a rassurée, parce que du coup, elle a vu que je pouvais travailler vraiment. Et c'est là où j'ai travaillé dans la sécurité. Et en parallèle voilà, j'ai eu en fait le moment un peu trading, puis après, je me suis dit, bon, faut que je fasse vraiment de l'argent et tout. Et c'est là où je commence à travailler dans la sécurité. Alors, faut savoir une chose, c'est que j'ai pas travaillé de manière officielle au début. En fait, disons que j'ai un bon contact qui se reconnaîtra, voilà, je vais pas donner plus d'infos parce que je veux pas le compromettre par rapport à ça, mais disons que j'ai bossé de manière officieuse pour faire la sécurité slash protection de certaines personnes, et parce que j'avais certaines compétences, certaines prédispositions on va dire, qui me permettaient de pouvoir anticiper pas mal de choses, de pouvoir reconnaître certaines situations et de pouvoir agir en conséquence. Et donc c'est ça qui a fait que pendant quelques mois, j'ai commencé la sécurité, j'ai fait quelques missions dans voilà, de manière officieuse, dans des périodes un peu assez risquées. Voilà, donc pour des choses, dans des moments assez risqués, de manière officieuse, et en fait, c'est ça ça m'a plu, ça m'a énormément plu, et je me suis dit que je pouvais aussi faire quelque chose à ce niveau-là. Et donc après, ça a continué, et j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a permis d'avoir un pied dans le réel, en fait, et de faire de l'argent en réel. Et en fait, et puis en parallèle, j'ai continué un peu les projets, et en fait, c'est là où j'ai eu l'idée d'écrire mon premier e-book, Côté sombre, pour ceux qui se rappellent. Et Côté sombre, ça a bien marché, en fait. Ça a bien marché, alors évidemment, je m'attendais à plus, parce qu'on s'attend toujours à plus, mais il y a eu quand même des bons résultats, et je crois que j'avais fait 700 balles et quelques premiers jours où je l'ai lancé. Et en fait,
j'étais super content parce que, non, je crois que j'avais fait 500 après 700. Et en fait, en réalité, je crois que j'avais fait même beaucoup plus, mais il y a eu un problème dans les paiements, je sais plus ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, il y a pas mal d'argent que j'ai pas pu récupérer. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre. Et donc du coup, en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment un peu le business en ligne. Donc c'était il y a 2 ans à peu près. Et c'est là où j'ai un peu découvert, voilà, comment on faisait, comment on crée une page de vente, comment est-ce qu'on crée le système, comment est-ce qu'on crée l'aspect marketing, etc. Comment on fait les vidéos de vente et tout. Et c'est là où j'ai un peu tout découvert et que j'avais un support concret sur lequel m'appuyer, qui était la sortie de ce e-book. Et en fait, et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Et donc, du coup, bah, en fait, il y a eu, après, il y a eu d'autres projets. Il y a eu Source de puissance avec Alain Merindio. Donc, un e-book qui était plus axé sur le sport et la testostérone, parce que ça m'intéressait beaucoup à l'époque et que lui était déjà très calé sur le sujet. Donc voilà. Et du coup, il y a eu quoi d'autre? Après, il y a eu un petit moment de flottement où je réfléchissais un peu à quoi sortir. Mais voilà, c'était des petits projets, je prenais pas de risques, c'était des e-books, ce genre de choses. On n'était pas sur des projets faramineux, grandiloquents ou quoi. Et, euh, et ensuite, il y a eu un peu un tournant, on va dire, il y a à peu près 1 an. Il y a 1 an, c'est vraiment le moment où il y a eu le tournant, où en fait, bah, déjà, je commence à faire de l'argent, donc ça rassure un peu tout le monde. Parce que là, les gens, ils se disent, bon, bah ok, il était peut-être pas si fou que ça, il arrive quand même à faire de l'argent. Alors évidemment, je faisais rien, hein. Je faisais quasiment rien, mais je faisais de l'argent. J'étais capable par moi-même, sans avoir un emploi fixe, un CDI ou être embauché par quelqu'un, par moi-même, j'arrivais à faire de l'argent. Avec mes compétences, avec mes connaissances, j'arrivais à faire de l'argent. Et ça m'a quand même mis un déclic parce que je me suis dit, ok, donc si j'ai réussi à faire ça, c'est que je peux peut-être faire plus. Et en plus, faut se dire un truc qui est assez dingue, c'est que en fait, côté sombre, quand je le vends, j'ai peut-être 1500, 1700 abonnés. Je sais même pas si j'ai les 2000 en fait. Et ça se vend bien. Et en fait, parce qu'il était à 17 euros. Donc 17 euros, quand tu fais peut-être 700 balles, voire plus, c'est que tu en as vendu quand même pas mal. Et en fait, surtout proportionnellement au nombre d'abonnés que tu as, sachant que sur Instagram, tous tes abonnés ne sont pas nécessairement actifs. Donc du coup, en fait, j'ai eu quand même ce déclic où je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont fait confiance. Bon, après, c'était quand même un produit qui coûtait rien. Enfin, 17 euros, tout le monde peut les mettre. Donc voilà, mais quand même, quand même. Donc je me dis, bon, il y a un truc, il y a une communauté, il y a quelque chose qui se crée. Et à ce moment-là, il y avait déjà plus d'engouement, je proposais plus de contenu, voilà, il y avait de l'interaction et il se passait quelque chose en fait. Et c'est là où je commence à avoir cette petite flamme. Je me dis, ok, let's go, let's go. Et encore là, je vous décris un peu mon parcours, mais il y a plein de choses que je vous dis pas forcément parce que sinon ça serait extrêmement long. Là, je vous fais vraiment les grandes lignes pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Et voilà, j'ai même pas parlé de l'école d'art que j'ai tenté, qui a pas marché. J'ai même pas parlé d'autres choses et tout, de la partie peut-être relationnelle. Mais ça, c'est des trucs qu'on abordera, dont je vous parlerai, dont je vous parle parfois par mail, sur les podcasts et tout. Donc voilà. Mais du coup, bah, ça commence à devenir sérieux. Et comme je disais, bah, il y a 1 an, je prends un peu un tournant dans ma vie où en fait je fais les choses bien et je commence à faire les choses de manière sérieuse. Donc déjà, par rapport à la sécurité, je, je me dis, bah, tu sais quoi, on va vraiment bosser. Et en fait, je fais les démarches pour passer la formation. Faut savoir que ça a pris 9 mois. C'est très très long. Donc pendant 9 mois, j'ai pas pu bosser ou quoi. Et en fait, c'est 9 mois pour faire la formation. C'est pas 9 mois pour pouvoir travailler. Parce qu'en fait, après, tu fais la formation qui dure 5 semaines. Et ensuite, tu dois encore attendre 1 mois ou 2 qu'on te donne l'accord en fait de pouvoir exercer. Donc ce qu'on appelle la carte professionnelle. Et donc du coup voilà, donc, mais j'ai fait la formation justement l'année dernière. Et c'est vraiment l'année où tout s'est accéléré. C'est l'année où j'ai décidé d'investir sur moi aussi. J'ai pris un accompagnement avec Valentin, petite dédicace. Donc j'avais pris un accompagnement avec lui. En fait, il m'avait appris pas mal de choses. Voilà, on avait réfléchi sur le business, sur comment en fait je pouvais structurer et organiser ce que je faisais. Parce que j'ai oublié de le dire, mais j'avais pas mal de coaching aussi. Je faisais pas mal de coaching. D'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai lancé, en fait. Si je me rappelle bien, il y a 2 ans, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a 2 ans, je passais le permis. Je passais le permis, que j'ai échoué 3 fois, enfin, que j'ai échoué 2 fois et que j'ai eu la troisième fois.
Ouais, je sais. Un mec qui aime les voitures comme moi et qui aime conduire comme moi, c'est honteux. Mais voilà, j'ai galéré. Par contre, quand je l'ai eu avec tous les points. Donc 31 sur 31, masterclass, voilà. Bref. Et du coup, voilà. Donc il y a eu les coachings qui se sont lancés à peu près à ce moment-là. Et d'ailleurs, en fait, pour la petite anecdote, hein, résilience toujours, parce que je vais y venir après, à la fin de cette vidéo, je parlerai de toutes les leçons que j'en ai tirées, mais déjà une qui me vient comme ça, c'est qu'en fait, par exemple, le premier jour, enfin la première fois où j'ai raté mon permis, je suis rentré chez moi extrêmement dégoûté, j'avais une rage contre moi-même qui était absolue, parce que dans ma tête, j'étais obligé de réussir. C'était c'était tellement important pour moi, j'avais tellement besoin de ça que je voulais absolument réussir et j'ai raté. Donc leçon d'humilité de la vie. Et en fait, je me suis pas laissé abattre et le soir même, je me suis dit, vraiment le soir même, après être un peu redescendu, parce que j'arrivais quand même à gérer mes émotions déjà à ce moment-là, j'avais fait déjà un gros travail sur l'aspect développement personnel, stoïcisme, etc. Et chose que je n'arrivais pas à faire avant. Avant, j'étais extrêmement impulsif et je pouvais garder une rancune, une douleur pendant des jours. Là, alors déjà aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, si ça va durer peut-être quelques minutes et après c'est fini, quoi. Et ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Donc ça va. Et en fait, bah du coup, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, je peux pas rester sur un échec. Et en fait, c'est là où j'ai lancé les coachings. C'est là où j'ai lancé les coachings. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester sur un échec. Il faut que je fasse un truc. J'ai une idée en tête. Let's go. Et là, je crois, que j'ai passé toute la soirée à réfléchir au design, au branding, comme on dit, à la promo, à tout ça. Et le lendemain, en fait, j'ai balancé les coachings et je commençais à avoir du résultat, à faire un peu de sous. Et aussi, évidemment, je commençais aussi à avoir des résultats, bah, aussi sur les instrus. J'en ai pas parlé, mais j'ai eu une phase où en fait, je vendais des instrus et je travaillais là-dessus. Donc c'était mon concept, c'était de faire des instrus personnalisés par rapport aux besoins de la personne, mais aussi à son vécu. C'était vraiment pas cher, hein, et ça marchait bien. Et je pouvais faire un peu d'argent aussi, bah, par rapport à ça. Donc j'étais quand même resté sur la musique, mais je m'orientais vers d'autres choses progressivement. C'était vraiment étape par étape. Il n'y a pas eu de changements radicaux en fait. C'est un processus, c'est un chemin. Et en fait, c'est un truc qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est rare les changements radicaux. Ça arrive des fois, hein, mais souvent c'est vraiment un processus. Si tu regardes, même si tu as l'impression que c'est radical, en fait, tu as peut-être déjà eu des graines qui s'étaient déjà plantées avant, qui ont eu le temps de mûrir, qui ont eu le temps de donner certaines idées, etc. Enfin, c'est toujours un processus, toujours. Donc, il faut toujours faire confiance aussi au destin parce que toutes les choses que tu vas vivre, en fait, finalement, elles vont t'apporter énormément par la suite et tu n'en as peut-être pas encore conscience. Donc voilà, et peut-être qu'en fait la douleur que tu vis en ce moment, bah, peut-être que ça sera ta plus grande force demain, et c'est peut-être ce qui va te permettre d'avoir les enseignements nécessaires pour pouvoir faire de grandes choses. Et à partir du moment où tu réfléchis comme ça, déjà, tu encourages aussi le fait qu'il y ait cet enseignement derrière et qu'il y ait les grandes choses qui surviennent. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette mentalité. Et donc du coup, eh bien, bon, là je fais un bond dans le temps, donc là il y a un an, du coup je passe cette formation de sécurité. Et en parallèle, même, alors je crois que c'était... Ouais, en parallèle, donc en fait, je crée beaucoup de contenu. Donc je professionnalise de plus en plus. Je me suis acheté une caméra. Donc j'achète la caméra avec laquelle je filme là. Bon, c'était pas un très bon objectif au début, c'était un objectif de base, je crois que c'était un 24-50. C'était pas un objectif de dingue, hein, c'est des trucs de base, je vous conseille pas de les prendre, prenez un vrai objectif. Là, j'ai un 17-70 Tamron ouverture en 2.5. Pour ceux qui connaissent, voilà. Donc ça marche bien, ça c'est sympa. Ouais, c'est 2.5, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, ou 2.6, je sais plus. Peut-être 2.5, je sais, bref, je suis pas un expert, hein. Voilà, je connais le minimum pour faire des belles vidéos, c'est tout. Donc voilà, et du coup, donc je me professionnalise, donc il y a un contenu plus beau qui arrive. Il y a, il y a la formation, il y a, j'ai oublié, mais il y a tellement de choses. Et il y a ce déménagement dans le sud de la France, où j'habite maintenant près de Monaco. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui, je suis revenu. Mais en tout cas, pendant à peu près un an, je pars. Et ça ferait l'objet d'une vidéo à part entière parce que c'était un mode de vie qui était complètement fou. Et je pourrais... Alors, il y a des trucs dont j'aimerais parler, mais malheureusement, je peux pas. Il y a eu vraiment des trucs de fou furieux qui sont passés à ce moment-là. Et quand je dis de fou furieux, c'est des trucs de films et pas de films pour enfants. Euh, Pas non plus de films pour adultes moins de 18, hein, je parle même pas de ça, mais je parle de trucs très hardcore, on va dire, qui se sont passés. La vie dans le sud était très très particulière. Et en fait, et c'est des trucs que j'ai vécu. Et pendant ce temps-là, vous me connaissiez,
La plupart, vous me suiviez déjà. J'étais déjà un peu connu pour mon contenu, etc. Donc, comme quoi, c'est pas parce que d'un côté tu vas faire les choses bien et que tu vas montrer une image forcément positive, un mec productif et tout, que derrière dans ta vie tout se passe pour le mieux. C'est aussi la résilience qui m'a permis de faire comme si de rien n'était, alors qu'en fait il se passait des trucs de fou furieux. Donc voilà, c'est un truc, j'en parlerai peut-être. Ça, c'est aussi ce qui m'a déclenché une maladie psychosomatique, les trucs qu'on puisse passer à ce moment-là. C'est ce qui font que j'ai des marques sur le visage. C'est ce qui fait que j'ai des marques sur le visage, pardon. Parce que trop de choses à gérer, trop de stress d'un coup, trop d'intensité en fait d'un coup dans les événements, dans tout ça. À un moment, le corps, il a pas suivi. Je pense qu'à mon avis, j'ai tellement intériorisé que en fait, ça a fini par ressortir d'une autre manière, quoi. Et c'est avec des marques. Donc voilà, des fois ça se voit, des fois ça se voit pas trop, ça dépend. Bref, c'est un autre sujet. Et donc du coup, il y avait ce moment qui était très compliqué, mais bon, après je me reprends en main. Enfin, je me reprends en main. En soi, je me suis toujours repris en main. C'est justement grâce à ça que je m'en suis sorti. Mais parce que, disons, que, voilà, les choses se sont apaisées. J'ai fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait parce que j'étais pas tout seul dans ces problèmes-là. Et voilà. Du coup, formation, ça se passe très bien. J'ai mon agrément, ma carte pro, tout ce qu'il faut. Donc je commence à bosser. Et là, en fait, on rentre dans une deuxième phase de ma vie. En même temps, je lance la meute. Et donc là, incroyable, parce qu'en fait, on a la meute qui arrive. Donc gros projet où en fait ça marche, il y a un engouement. Donc, on est une cinquantaine à peu près. Et en fait, la meute, ça durera pendant presque plus de 9 mois, en fait, hein. Ouais, 9 mois, à peu près. 9 10 mois. Donc la meute, gros projet de fou, projet un peu de ma vie, en fait, à ce moment-là. Bon, maintenant, la meute a évolué, c'est devenu la mission, c'est encore plus dingue. Mais voilà, en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment une concrétisation de beaucoup de choses. C'était un moyen pour moi de créer quelque chose de beau, quelque chose de fort et de pouvoir guider des gens qui se sont retrouvés peut-être dans les mêmes situations que moi, ou en tout cas qui voulaient aller plus loin dans la vie. Donc la meute, c'était quelque chose de très général avec des lives toutes les semaines. Euh, alors des fois ça n'arrivait pas, des fois il n'y avait pas de live dans la semaine parce que j'étais très occupé, etc. Mais c'était jamais par flemme. C'est-à-dire que dès que je pouvais, je le faisais et quand ça arrivait pas, c'était pour des raisons professionnelles en général parce que en parallèle, je travaille dans la sécurité officiellement et donc du coup là on est sur des missions assez prestigieuses où j'ai pu travailler à l'hôtel Martinez par exemple. J'ai pu faire des festivals, des défilés. Ça c'est moins prestigieux mais c'est toujours une bonne expérience. Mais voilà, j'ai travaillé pour Chopard. J'ai fait de la sécurité pour Chopard, alors je dirais pas exactement pourquoi j'étais là-bas parce que voilà, pour plein de raisons, des raisons de confidentialité, de sécurité et de plein de choses. Mais en gros, il y avait vraiment besoin. Et en fait, donc j'ai travaillé pour Chopard et j'ai travaillé aussi bah, du coup pour le festival de Cannes de manière indirecte et dans l'hôtel Martinez. Voilà. Donc voilà, donc il y a eu cette mission-là qui était extrêmement riche en expérience, qui était dingue, où je me suis retrouvé dans un hôtel de luxe en fait pendant plus de 2 semaines, où j'ai fait un bon billet pour le salariat, on va dire, très bon billet. Donc pour 2 semaines. Je crois que je m'étais fait à peu près 2400 €, tu vois. Donc c'est bien, c'est bien. Dans le salariat, c'est rare d'avoir ce genre de choses. Et voilà. Et par contre, c'était très dur, très physique. Alors il n'y avait pas beaucoup de mouvement, mais j'en parlerai de cette mission. Je raconterai. J'ai tellement de choses à raconter. T'imagines même pas en fait. T'imagines même pas tout ce que j'ai raconté, toutes les anecdotes, toutes les histoires. Là, je te fais juste le parcours en gros, mais donc voilà, j'ai pu bosser pour ça et donc incroyable. Et en fait, après, il y a eu d'autres choses qui se sont enchaînées. Donc la meute qui a bien fonctionné, donc qui m'a permis aussi de m'assurer un certain revenu plutôt régulier. Donc ça c'était cool. Après, bah, il y a eu la mission. Après, ça s'est enchaîné très vite. Après, ça s'est enchaîné très vite. Il y a eu la mission. Il y a eu. C'est vraiment l'année dernière, l'année 2023 a été vraiment dingue. Il y a eu plein de choses. Donc il y a eu la mission. Il y a eu le séminaire de Fortu Media qui était vraiment un séminaire incroyable. On s'est retrouvé dans un château. C'était fou. Il y a eu la grosse connexion avec Thibaut où en fait on a fait pas mal de podcasts, d'interviews, enfin de vidéos ensemble, de vlogs aussi. Il y a eu la Suisse. Je suis passé en Suisse où en fait c'était dingue pendant une semaine en Suisse où c'était vraiment l'aventure tous les jours. Tous les jours c'était différent.
on a fait des trucs de fou, on a été dans des palaces, on a été dans des boutiques de cigares exceptionnelles, on a été tiré, on a fait des randonnées incroyables, on a fait de la course à pied, on a fait, ouais, quand je dis des randonnées, c'est même limite de l'escalade, parce qu'en fait, on a été au sommet d'une montagne, bon, c'était une montagne qui faisait, je crois, entre 1800, voire, non, c'était combien de mètres, je sais plus exactement combien de mètres, mais voilà, pas mal de mètres. Je sais plus exactement, très honnêtement, je vais pas dire de bêtises, mais une montagne qui était assez haute et c'était très sympa avec Baptiste, son petit frère, un mec incroyable. Dédicace à toi Baptiste, dédicace à toi Thibaut, les gars. Des gens, humainement, ces deux gars-là sont exceptionnels. Humainement, ils sont incroyables, ils m'ont apporté énormément. Euh, faudrait, un jour, je pense, je ferai une vidéo avec, juste sur notre relation avec Thibaut, parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses, et je pense qu'on la fera ensemble, en fait. Thibaut, tu sais quoi, tu regardes probablement cette vidéo, donc je te fais le petit clin d'œil, la petite dédicace, et mec, on va se faire cette vidéo, ou peut-être un podcast, ou je sais pas, mais il y a trop de choses à dire. Et pourtant, on est qu'au début, c'est ça qui est dingue. Et en fait, donc voilà, ce moment incroyable en Suisse, où je me rappellerai toute ma vie. On a mangé du chevreuil, on a fêté l'anniversaire de Baptiste, du petit frère. C'était incroyable. Et voilà, donc que des anecdotes assez dingues. Que voilà, c'était génial. Et en plus, Thibaut, c'est un mec avec qui j'ai une synergie vraiment formidable. On se complète extrêmement bien. Et du coup, voilà, c'est le genre de mec avec qui je peux traîner tous les jours sans problème, quoi. Parce que je dis ça parce que moi, j'ai du mal à traîner tous les jours avec des gens et j'ai quelques frérots comme ça. Je sais que je peux les voir tous les jours, il y aura pas de problème parce qu'en fait, c'est des mecs avec qui j'ai une telle synergie, il y a une telle complémentarité qui est juste dingue, hein. Enfin voilà. Et de toute façon, la plupart des frérots que vous voyez, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit que je partage et tout, c'est des mecs avec qui j'ai une synergie exceptionnelle. Donc voilà, c'est important, l'importance de l'entourage. Et j'en reviens, et là je suis en train de t'expliquer qu'en fait, aujourd'hui j'ai un entourage qui est exceptionnel. Hier, ils m'ont fait un anniversaire surprise dans un beau restaurant et tout, voilà. Ça m'a rendu très heureux. Donc j'ai un entourage exceptionnel. J'ai une chance exceptionnelle aussi, mais en fait, c'est du travail. C'est pas venu comme ça par magie, c'est parce que je suis devenu la personne qui méritait cet entourage et que, en fait, c'est passé par un long processus et beaucoup d'étapes. Donc en fait, voilà, et je me retrouve du coup à vivre plein de choses en 2023, donc avec du coup ce séminaire aussi qui était dingue, avec Cannes, etc. Il y avait quoi d'autre aussi, parce que c'est pas fini. Et puis en fait, il y a un moment où je décide de rentrer, il y a un moment, j'ai un espèce de déclic en 2023 où, en milieu d'année, vers septembre, je rentre sur Paris avec ma famille. Donc là, je vis avec ma famille actuellement. Et j'ai vraiment ce déclic où je me dis, c'est cool, t'as vécu plein de choses, mais t'as rien construit et ça va pas. Et en fait, au moment où je rentre sur Paris, je mets un reel sur Insta où en fait j'ai, je crois, 1 euro et quelques sur mon compte, ou 3 euros, je sais plus, non, c'était 1 euro et quelques. C'est ça, 1 euro et quelques. Et en fait, là, je me dis, putain, c'est quand même la merde. Mais en même temps, je suis très heureux parce que je me dis, je vais repartir de zéro. Je vais repartir de zéro, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Euh, je... Bon, il y a encore la meute, hein, mais ça s'essouffle. Ça s'essouffle, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc en fait, ça me rapportait quasiment rien. On va pas se mentir, hein. Ça me rapportait vraiment pas grand-chose. Juste assez, on va dire, pour pouvoir manger et me déplacer, quoi. En gros, c'était ça. Manger, me déplacer, peut-être payer les frais nécessaires, enfin voilà. Donc il y a ça, et en fait, il y a quand même la mission que je lance en parallèle. Je fais 2 accompagnements, et après, je stoppe parce que pareil, je me sens moins aligné, j'ai moins d'énergie à donner et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, là, il y a une grosse phase de remise en question, une phase très dure. Et en fait, un moment où je me... il y a une blessure. Il y a une blessure qui arrive parce que pas assez de sport. Pas assez de sport, pas assez d'entretien physique, pas assez de... trop de sédentarité. Alors étonnamment, je bougeais beaucoup, mais je dis sédentarité dans le sens où vu que j'étais souvent en voiture, je restais très souvent assis. Et ça m'a flingué le dos, la hanche en fait particulièrement. Donc le bas du dos et la hanche. Et j'ai fini aux urgences et ça m'a mis un déclic. Ça m'a mis un déclic parce que je me suis dit, en fait, là, je peux plus rien faire. J'ai trop de douleur, j'arrive plus à courir, j'arrive plus même à marcher. Enfin, j'y arrive, mais très difficilement. Je suis plus capable de me défendre à cause de ça.
Finalement, mes compétences en sport de combat, elles sont pas si ouf que ça. Et là, j'ai un déclic, et là, je me dis, c'est plus possible. Et en fait, je fais tout pour me rétablir. Donc, je vais voir des kinés, ostéopathes, tout ça. Donc, j'ai un bon suivi. Je me soigne bien. Je continue, je reprends du coup vraiment l'exercice. Donc, musculation. Tout ce qui est, je m'inscris du coup sport de combat. Et je m'inscris pas n'importe où parce que je m'inscris chez Brise Postal. En parallèle, je m'inscris au stand de tir, donc dans un club de tir, donc pour manier encore mieux, parce que j'avais déjà appris le tir évidemment, mais là voilà, pour augmenter ça encore plus. Et donc là, j'ai vraiment ce déclic où je me dis, il faut que j'exploite à fond mon physique et que je fasse les choses bien. Et donc là, je me dis, let's go. Et en fait, on est parti. Et là, ça fait plusieurs mois où, en fait, parce que là, c'est vraiment fin 2023, donc là, on en vient un peu à aujourd'hui, où là, en fait, je me dis, let's go, je vais faire le max. Donc, il y a un moment où il y a une petite période d'isolement, mais il y a beaucoup de charbon, beaucoup de taf, que ce soit sur l'aspect physique et sur l'aspect professionnel. Et jusqu'à aujourd'hui, où en fait, il y a eu le WoW Challenge aussi, c'était un challenge qui était très intéressant, où pendant un mois, en fait, voilà, il y a eu pas mal de choses physiques à faire. Et donc, c'était assez dur, parce que faut tenir la régularité. Et en fait, eh bien aujourd'hui, me voilà avec des idées neuves, avec des, des- des- des souvenirs absolument exceptionnels. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, les moments présents que l'on vit sont peut-être notre nostalgie de demain. Et en fait, donc je réalise ça, je réalise aussi du coup l'importance du moment présent. Je réalise l'importance de cultiver son physique, de cultiver son corps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais quasiment tous les jours en fait, hein. J'ai une journée dans la semaine, par exemple le mardi, où j'ai 4 entraînements. Donc j'ai un entraînement le matin classique de réveil musculaire, d'entraînement, de renforcement musculaire, etc., qui va durer à peu près 1 heure. Et j'ai après une séance qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, où ça va être une séance pec, une séance push. Après, j'ai une séance de tir qui peut durer une demi-heure, 1 heure, ça dépend. Donc séance de tir, et puis à la fin, je finis la journée avec une séance de grappling ou une séance de MMA, séance de boxe, de self-défense, ça dépend, ça varie en fonction des jours. Donc voilà, et en fait, je me retrouve avec une vie assez dingue où en fait je refais des contacts, des gens incroyables. Je pense à des gens incroyables que j'ai rencontrés récemment, Hugo de Numadeo, Robin Dupuis, voilà, des mecs que j'ai avec qui avec qui je croisais leur route en fait, et on a connecté directement. Euh, Steve aussi, je l'ai pas dit spontanément parce que Steve je le connaissais déjà depuis ça fait à peu près 1 an qu'on se connaît, mais Steve on a encore plus connecté récemment et j'étais en appel avec lui ce matin, il m'a donné des conseils incroyables. Je vous reparlerai de lui hein, de toute façon. Donc voilà, plein de mecs comme ça exceptionnels, Steve Ignacio et d'autres, et en fait un cercle incroyable. Aussi, j'en ai pas parlé parce que bon, je suis un peu pudique par rapport à ça, mais j'ai aussi une copine qui est formidable, qui me soutient et qui a qui a des belles valeurs. Donc voilà, il y a ça aussi évidemment. Il y a avec ma famille ça se passe bien. En fait, il y a plein de choses incroyables. Aujourd'hui dans ma vie, j'ai énormément de bénédictions grâce à Dieu et j'aurais dû parler aussi de l'importance de la foi, mais ça, je préfère garder ce thème-là pour un sujet vraiment à part parce que je pourrais en parler des heures. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là formidable, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais je sais que ça fait longtemps. Et en fait, tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai des ambitions qui sont folles. Aujourd'hui, il y a la mission qui a vraiment évolué. Et aujourd'hui, la mission, c'est à peu près 10 membres qui sont coachés quasiment quotidiennement. La mission, c'est des vies qui sont en train d'être changées. Donc là, en fait, je suis sur un projet qui est juste exceptionnel. Et la mission, ça va devenir un projet de grande envergure. C'est pas un espoir de ma part, c'est une prévision. C'est prévu pour cette année. Voilà. On va pas perdre de temps, hein. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi des grosses ambitions et il y a surtout un background, j'aime pas ce mot, mais on va dire une expérience qui permet d'assumer ces ambitions-là et qui me permet d'avoir les épaules pour ça. Donc il y a la mission qui est juste. En fait, la mission, si vous voulez, c'est un peu comme si je tendais la main à tous ces gens qui étaient dans ma situation. Et donc en fait, la mission, ça s'adresse à tous ces gens qui sont hors normes, qui, qui ont un potentiel inexploité ou alors qui ont du mal à exploiter, qui ont
une mission en eux, une mission de vie, des ambitions, ou alors qui n'arrivent pas à les trouver, mais qui savent qu'ils sont faits pour faire autre chose que juste du salariat. Et en fait, bah, ces mecs-là, j'en fais des légendes et je les aide à écrire leurs légendes personnelles et je transforme des gens en fait qui de base ont du mal à connecter avec les autres, qui ont du mal à vraiment développer leur potentiel, à suivre leur mission de vie. Je les transforme en leaders en fait, en référence dans leur domaine, en mecs qui sont respectés, qui sont reconnus, et ça marche. Et ça marche, de toute façon, je vous mets des témoignages régulièrement de certains de mes élèves qui ont des résultats incroyables, et ça continue. Et pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, c'est une fierté énorme, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est- j'arrive à aider des gens qui étaient dans ma situation, et vraiment, et de manière extrêmement efficace, et c'est juste dingue, parce qu'en plus, la mission, c'est que 3 mois. Alors, 3 mois, c'est bien, c'est quand même long, mais pas tant que ça. Et en fait, en 3 mois, il y a déjà des résultats de dingue. Et après, ça crée une autonomie. Donc après, tous les élèves peuvent avancer de leur côté. Et c'est ça qui est juste exceptionnel. Donc vraiment, c'est ma fierté aujourd'hui d'avoir ce projet qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et puis d'avoir aussi d'autres projets qui arrivent, de pouvoir créer tous les jours des vidéos de plus en plus qualitatives, de pouvoir faire aussi ce podcast, de pouvoir faire ces mails régulièrement, de pouvoir faire tout ça. Et d'ailleurs, c'est probablement grâce au mail que vous êtes là. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous inscrire au mail, hein, les gars, c'est important. Et, euh, et c'est dingue parce que je suis passé de ce mec qui était isolé, qui était en dépression, qui voulait se flinguer, ou alors qui était dans l'illégal, qui faisait vraiment de la merde dans sa vie, à quelqu'un qui a réussi à construire vraiment quelque chose de solide, parce que ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est extrêmement solide. Ma communauté, elle est vraiment là, en fait. Vous êtes là, les gars. C'est dingue. À la base, moi, je suis un mec, personne me parle, je suis dans le coin de la cour, et personne me parle, personne me regarde, je suis invisible. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plus de 7 000 abonnés, bientôt 8 000 sur Insta, bientôt 10 000 sur Insta. J'ai 100 000 sur TikTok quasiment, et, enfin, et je passe sur TF1 et des trucs de ouf comme ça, et c'est dingue. Et en fait, j'ai pu aider, je peux peut-être le dire, ouais, peut-être plus d'une centaine de mecs à changer leur vie. Et ça, c'est de ce que je suis sûr. Ça, je parle juste des mecs que j'ai accompagnés, que j'ai coachés, à qui j'ai donné des conseils en DM, etc. Je parle même pas des mecs qui ont peut-être changé leur vie grâce à des conseils qu'ils ont peut-être entendus dans une vidéo et dont je n'ai même pas connaissance. Donc c'est juste dingue en fait. Et c'est pour vous dire que putain les gars, lâchez pas. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est ma résilience. C'est que j'ai toujours été en fait un battant. Et c'est en fait à la base, j'étais plutôt du genre à subir même. En vrai de vrai, j'ai pas été toujours un battant. C'est faux ce que je dis. J'étais même faible. J'étais en mode l'important c'est de participer pour tout ce que je faisais. Et en fait, à un moment, c'est devenu un peu une histoire de survie de devoir se battre. Et j'ai gardé cette mentalité parce que je me suis dit, mais de toute façon, si je me bats pas, si je fais pas en sorte de m'en sortir, mais je vais mourir. Je vais mourir. C'est ça qui allait se passer. Et donc forcément, ça m'a poussé à faire des choses incroyables. Et puis cette volonté aussi d'aller exploiter mon potentiel, d'aller voir ce que je pouvais faire avec ces facultés que j'avais, peut-être ces facultés d'apprentissage, ces facultés d'éloquence, qui sont venues progressivement, hein, que j'ai travaillé. Ces facultés peut-être de création, de créativité, cette ambition aussi. Et en fait, ça m'a guidé vers cette vidéo aujourd'hui, en fait. C'est dingue où je fais le point. Et déjà, là, en quelques années, en juste un an, déjà, j'ai vécu des expériences formidables, exceptionnelles, que la plupart des gens vivront jamais dans leur vie. Là, aujourd'hui, ben, je peux le dire, je vis de mon activité. Aujourd'hui, là, je suis serein par rapport à l'argent. C'est-à-dire que je suis pas riche du tout, mais je vis de mon activité, je vis des coachings, je vis de la mission. Et c'est une bénédiction pour moi, j'en suis super heureux. Et c'est en train de se développer. Et je sais que là, cette année, ça va être une année vraiment cruciale. Et il va se passer des choses vraiment incroyables. Et j'ai pas envie d'en dire trop, mais rien que là, ce matin, j'étais avec Steve, on a discuté pendant 1 heure et demie par rapport à ce qui arrive, par rapport à la suite. Et ça va être fou. Ça va être fou. Et j'ai des idées qui sont énormes, en fait. J'ai des ambitions qui sont juste énormes. Et voilà, et je sais que ça va mener quelque part. Je sais que je vais y arriver parce que de toute façon, je me laisse pas le choix. Et tout est fait pour que ça fonctionne. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que les gars, soyez résilients et gardez le cap et lâchez pas parce que putain, en fait, c'est possible. Et aujourd'hui, le jour de mes 22 ans,
c'est un peu l'occasion de faire ce bilan, de me dire, bah voilà, tout ce que j'ai réussi à faire en peu de temps. Voilà tout ce que j'ai réussi à construire. Et ça me crée une satisfaction, une joie qui est juste extrême. Et je suis dans un état de plénitude aujourd'hui. Je suis ému en vrai. Je le dis honnêtement, les gars, je suis ému parce que tout ce que j'ai vécu, c'est dingue en fait. J'ai vraiment vécu une vie hors norme. Et pourtant, j'ai que 22 ans et c'est que le début en fait. C'est que le début. J'aurai d'autres épreuves évidemment. J'aurai d'autres drames évidemment. C'est pas grave parce que le drame, je le prépare tous les jours et que je vis tellement chaque journée à fond, que je fais tellement le maximum maintenant que je m'en fous en fait. Que si ça tombe, ça tombe et ce sera peut-être tragique et peut-être que je me relèverai pas, mais je considère même pas cette option en fait parce que je vais me battre dans tous les cas et je me battrai et parce que c'est la mentalité que j'ai et que dans tous les cas, même si, même, imaginons, ma vie doit s'arrêter demain, j'ai déjà fait des choses incroyables dans ma vie, j'ai vécu 10 vies déjà. J'ai vécu 10 vies déjà, j'ai une chance inouïe. Alors je parle de chance parce qu'il y a quand même toujours un facteur chance, mais une bénédiction inouïe. D'avoir certaines capacités, d'avoir eu la résilience de continuer. C'est simplement ça, c'est le travail, c'est la résilience. De base, je suis pas pour tout, de base, je suis pas forcément prédestiné à faire des choses incroyables, mais je me suis battu en fait. Je me suis battu, j'ai jamais rien lâché. Et aujourd'hui, je suis là, je fais cette vidéo et je suis ému devant mon parcours parce que putain, aujourd'hui, je suis un homme complet. Pour de vrai, je suis bon dans plein de domaines, que ce soit les facultés d'éloquence, la créativité, la création, le business, le conseil, l'accompagnement, les coachings. Je suis bon dans le sport, dans les sports de combat, dans la musculation, dans plein de choses, dans le social, parce que je suis très complet et parce que j'ai fait ce travail-là et ça m'a pris des années et des années. Et vous dites pas, ouais, Azur, il est arrivé comme ça du jour au lendemain. Putain, ça m'a pris peut-être 10 ans. Ça m'a pris peut-être 10 ans, en vrai, d'avoir ce déclic et d'en arriver là, et c'est que le début. C'est que le début pour moi. Je suis peut-être qu'à 5% de ce que je vise vraiment. 5%, c'est pour essayer d'être réaliste. En vrai, dans ma tête, je me dis que je suis à 1%, quoi. Et c'est fou. J'ai envie de conclure en vous disant, en te disant, toi là, qui regarde cette vidéo, toi qui me regarde derrière l'écran, en te disant te disant merci d'être là, juste de regarder, juste merci de regarder cette vidéo et de prendre le temps. Et, euh, et je veux que tu saches que tout est possible, que peu importe ce que tu vis actuellement, tu pourras t'en sortir si tu lâches pas. Et j'en suis la preuve vivante. J'en suis la preuve vivante. J'ai tout me prédestiné à, à finir en prison ou finir ou être mort ou vraiment. Et je sais que ça fait cliché de dire ça, mais moi c'est vraiment le cas en fait. C'est vraiment le cas. Et je sais que c'est dur à imaginer parce que là, tu as en face de toi le Azur qui s'exprime bien, qui présente bien, qui a réussi, enfin, qui a réussi, qui a déjà fait des choses, on va dire. Mais j'étais pas du tout comme ça avant. J'étais pas du tout comme ça. Vraiment, j'étais très très loin de la personne que tu vois aujourd'hui. Mais ma nature finalement était quand même la même. J'ai toujours eu ce bon fond à vouloir aider, à vouloir transmettre. J'ai toujours eu cette ambition, j'ai toujours eu peut-être aussi cette force au fond de moi que je sous-estimais. Et voilà. Donc, ne lâche pas, surtout pas. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de me donner autant de force, merci de t'intéresser à ce que je fais. Et continue de t'intéresser à ce que je fais parce que je prépare des projets absolument exceptionnels. Euh, Si jamais tu veux rejoindre la mission, parce que peut-être que tu as envie de développer ton potentiel encore plus, peut-être que tu as envie d'exploser tes résultats, écoute, c'est simple, tu m'envoies mission sur Insta. Tu m'envoies mission sur Insta et on en discute et on va parler de ton projet, on va voir un peu ce qui est faisable ou non, si tu peux rejoindre ou non, parce que je prends des mecs vraiment motivés parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et voilà. Donc en tout cas, les, les gars, merci. Merci pour tout. C'est que le début. J'avais besoin de faire ce bilan, de faire ce point. Alors c'est très personnel, c'est un peu du journaling quelque part, mais voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a énormément de choses qui vont beaucoup mieux dans ma vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai des ambitions qui sont démesurées et je le dis, je vais prendre le monde. Je vais prendre le monde, j'ai des ambitions qui sont inhumaines et je vais y arriver en fait. C'est ça qui est flippant et qui est dingue. C'est que je vais y arriver parce que j'ai déjà fait un travail immense jusqu'à aujourd'hui. Et tout le reste, c'est du bonus, c'est facile en fait. Je le dis. Je- Pour moi, c'est facile. Enfin, c'est simple.
Je sais pas si ça sera facile, mais en tout cas, ça sera simple. Parce que je t'ai fait énormément. Je t'ai fait énormément, déjà, je suis en vie, déjà. Alors qu'il n'y avait rien qui me prédestinait à ça. Enfin, si, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui me prédestinaient à l'inverse. Et je me suis battu, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, si je suis encore là, c'est pas pour rien. Et je vais vraiment faire des choses incroyables. Et merci de me suivre dans cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie que, voilà, vous fassiez partie de ce projet, de ces ambitions folles et qu'on avance ensemble. C'est ça que je veux, moi. Avoir des mecs avec qui avancer. Avoir des mecs à côté de moi, de me dire, je suis pas seul, dans cette direction folle vers le sommet. Et vous êtes là aussi. Et les gars, merci vraiment infiniment, ça me touche énormément que vous soyez là, que vous me suiviez dans cette aventure. Et on est parti, let's go, on se rejoint au sommet.